super. Donc, merci d'être au rendez-vous. Donc, je suis avec Samis, que vous connaissez, qui nous fait l'amitié de nous suivre dans ce projet Mémoire vive. Avec Tim, et vous allez peut-être voir arriver Andreas, parce qu'il faut qu'on trouve un moyen d'accrocher la colombe avec vos mots. Donc, comment va se dérouler cette petite séance ? Donc, cette petite séance va avoir deux parties. Je vais revenir et je vous ai fait un petit document récapitulatif sur les bases historiques de la conférence que nous avons eue le 16 mars avec Anastasio Karababas sur les Juifs de Grèce, conférence à laquelle ont assisté les secondaires. Donc, je demanderai aux secondaires leur ressenti, quels sont les points saillants, les points qui les ont le plus marqués. Et ensuite, nous souhaiterions que face à cette thématique de la discrimination et de l'antisémitisme, vous ayez tous un mot qui vous vient en grec ou en français, pour garder justement cette vigilance citoyenne, pour faire en sorte que Potexana, plus jamais ça, que toutes ces choses-là ne se renouvellent pas et que dans notre quotidien de citoyen de 2021, on ait toujours cette vigilance sur certaines idéologies et sur certaines façons de considérer l'autre qui sont totalement délétères et qui ont amené à, malheureusement, les gros traumatismes de l'histoire commune. Voilà, donc si ça vous convient, on va démarrer. Vous voyez que Samis a commencé la colombe. Donc cette colombe, on vous en expliquera le symbolisme. Vous aurez chacun un mot, donc ces mots, nous les prendrons, nous les écrirons sur des feuilles de couleur et elles constitueront le corps de la colombe, et j'espère bien que ça restera notre emblème de notre parcours citoyen à l'EFT. Voilà. Alors, Tim, normalement, peut vous mettre dans la discussion le mémo sur cette conférence. Donc, quelques mots pour présenter Anastasio. Vous allez voir qu'on va le voir dans pas longtemps. Je pense qu'on a eu un excellent échange. Donc, Anastasio Karababas, il est originaire de Poros. Il travaille à Paris. Il travaille à Paris dans un établissement collège-lycée. Il est historien auprès du Mémorial de la Shoah. Et il a publié plusieurs ouvrages. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler sur la thématique des Juifs de Grèce, je suis fatalement tombée sur ces ouvrages qui sont extrêmement précieux. Donc, il y a un premier ouvrage de décembre 2018 qui s'appelle « Sur les traces des Juifs de Grèce ». Il y a un deuxième ouvrage, et il nous en a beaucoup parlé, et je vais y venir, qui s'intitule « La Shoah, l'obsession de l'antisémitisme depuis le 19e siècle ». Donc, c'est un livre qui est paru en octobre 2020. Et il est en train de préparer un autre ouvrage encore plus précis et plus précieux sur les communautés juives de Grèce. Et j'espère bien qu'il viendra nous le présenter. Mais il m'a déjà dit qu'il en était très enchanté d'avance. Donc, on espère que les conditions sanitaires nous le permettent. Donc, je ne vais pas vous assommer de détails, mais simplement pour vous montrer l'intérêt de cette colombe et l'intérêt de l'affaire à Thessalonique en 2021. Avec vous qui venez d'horizons différents, je suis obligée de faire un petit point historique. Donc, quand on parle des Juifs de Grèce, on parle d'une très, très importante communauté. Au début du XXe siècle en Grèce, il y a 100 000 personnes de confession juive. C'est beaucoup, voilà. Il y a 100 000 personnes de confession juive. Et il y en a 60 000 établis dans la ville de Thessalonique. Plus de la moitié. Donc, extrêmement important. Je vous ai mis le nom des autres villes dans lesquelles il y avait d'importantes communautés. Donc, il y a Larissa, Drama, Komotini, Didymotiko, Naxos, la Canérania en Crète, Rhodes et l'île de Kos. En 1920, il y a 32 communautés officielles. D'accord? Ce qui fait de la Grèce la plus vieille communauté juive d'Europe. Alors, comment cette communauté s'est constituée? Donc, ce n'est pas un hasard si nous sommes en Grèce avec tous ces gens, avec cette confession, puisqu'avec Anastasio, les secondaires, si vous vous rappelez, il vous a expliqué que la première synagogue a été attestée à Délos
au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même extrêmement tôt. Et vous savez qu'il y a eu en 586 avant Jésus-Christ la destruction du premier temple de Jérusalem, et qu'il a fallu que la communauté juive parte, sinon c'était partir ou mourir. Et la première destination à cette époque-là, ça a déjà été la Grèce. Ensuite, l'histoire a fait de notre monde des empires. On a eu un empire romain d'Occident, un empire romain d'Orient. Donc, le premier étant sous l'égide, sous le pouvoir de Rome, le second de Constantinople. Et à partir de là, les non-juifs chrétiens sont devenus les orthodoxes et les juifs, eux, sont devenus la communauté juive romagnote. Ils sont établis en Chalcidique, pas très loin de Thessalonique, sur l'île de Bé, à Evia ou à Yanina, pas encore très loin. Peut-être qu'on peut montrer la carte. On va vous montrer une carte et je m'arrête sur cette première communauté pour vous montrer un petit peu comment la Grèce est au cœur de l'établissement de ce nouveau peuple, en fait, ici. Voilà, c'est la verte, la première, oui. Voilà, donc je vous ai bien parlé on va peut-être la laisser pendant que j'explique parce que je vais en avoir besoin. Je vous ai donc parlé de l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Vous avez les villes que j'ai pu vous citer sur l'implantation des communautés juives. Et j'en arrive justement au moment où au XIe et XIIe siècle, toutes ces choses-là sont dans le mémo, hein, si vous voulez y revenir. On est en plein contexte de croisade. Les Juifs ashkénazes, donc ceux qui viennent du secteur, Ashkénaz c'est l'Allemagne, hein, donc de cette partie-là de l'Europe, doivent fuir. Et ils arrivent, ils fuient les persécutions et ils commencent déjà à arriver en Grèce. Ensuite, on a en 1492, alors vous allez me dire Christophe Colomb, ok, donc d'accord, Christophe Colomb, mais on a le roi d'Espagne, on a Isabelle de Castille et son mari, Ferdinand d'Aragon, qui décident de renvoyer les Juifs d'Espagne. Donc, arrivée des Juifs séfarades, hein, en 1492. Je rappelle aussi qu'en 1453, on a eu la prise de Constantinople, actuellement Istanbul, vous voyez sur la carte, par les Ottomans, que ces Ottomans étaient assez tolérants globalement, c'est ce que nous disent les écrits sur les communautés juives, et que leur ambition première, c'était de développer des ports importants, dont Thessalonique et Smyrne. Vous voyez Smyrne, actuellement Izmir. Je reviendrai sur Izmir tout à l'heure. Donc, Thessalonique, vous voyez un petit peu Thessalonique, Salonique. Hein. Pourquoi Salonique sur cette carte? Parce qu'en judéo-espagnol, c'est Salonique. Il y avait un exposé à l'école française sur Salonique, je me rappelle. Tout à fait, tout à fait. Donc, Salonica, Salonique. Donc, vous voyez Smyrne, Salonique, vous voyez un peu Istanbul, Constantinople, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer Rouge, l'aspect hyper stratégique de ce coin. Donc, développement des ports. Développement des ports, arrivée de populations maîtrisant les métiers du commerce, maîtrisant la banque, tout ce qui fait qu'un commerce est florissant. Établissement très fort des communautés juives. À Thessalonique, la communauté parle un certain nombre de langues, dont le ladino, le judéo-espagnol. J'y reviendrai également. À ce moment-là, commence à se développer une appellation Thessalonique, la Jérusalem des Balkans. On avance dans l'histoire, le commerce se développe, et voilà. L'histoire grecque reprend un petit peu le pas. Vous savez qu'il y a quelques jours, on a fêté les 200 ans de la révolte contre les Ottomans, 1821. 1830, la Grèce est indépendante. Et
je passe rapidement. 1922, se passe quelque chose autour de l'Asie mineure, notamment vers Smyrne. 1922, mégalie-catastrophie, déplacement de population, 1 million de Grecs réfugiés arrivent, ces Grecs réfugiés, à Thessalonique, pour la plupart, ce qui rend encore la population un peu plus cosmopolite et qui met encore un petit peu les projecteurs, si vous voulez, sur cette ville, très dynamique, commerce, échange, voilà. Je rappelle aussi que cette ville, en 1922, elle en a un petit peu bavé, pour être prosaïque, parce qu'elle a eu un gros épisode en 1917. Vous vous en rappelez quand on a visité la Tour Blanche? Oui. Donc, en 1917, on va peut-être leur montrer, il y a eu un grand incendie. Donc, notre ville, elle est développée au niveau du tourisme, au niveau un petit peu du tourisme, au niveau du commerce, ça c'est sûr. Et elle a subi un gros incendie en 1917. Vous avez la photo. Et cet incendie de 1917 a abîmé une partie très forte de la ville. Et la partie très proche de ce qui nous intéresse en infrastructure quand on veut faire du commerce, les abords immédiats du port. Voyez. Donc, tout ceci fait qu'on a une ville en renouvellement, un commerce qui doit s'adapter, bref, une population très diverse qui doit faire avec un contexte un peu délicat. 1917, 1922, j'ai dit arriver des… Voilà. On a en Grèce également l'établissement d'un… J'essaye de suivre parallèlement un peu l'histoire grecque. On a l'arrivée de Venizelos à la tête de la Grèce. Et Venizelos, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis simplement, je suis mathématique de Thessalonique, n'a pas du tout la même idée que les Ottomans sur les communautés juives. Je vais vite, très vite. Voilà, il voudrait un peu réduire l'influence et lui, il voudrait attirer des chrétiens sur les villes importantes de Grèce, dont Thessalonique. Donc, dans ces années 25, 31, voilà, on a des événements antisémites, on a la montée d'une intolérance évidente et on a notamment ce qu'on appelle un… alors après, on va parler de rafles, on va parler de déportation. Là, on va parler de pogrom. Donc, vous avez une photo qui vous montre en 1931. En 1931, voilà. Voilà. L'État décide, en gros, de faire dégager un certain nombre de personnes. Alors, il y a certaines sources qui parlent de plus de 800 du quartier où était établie une communauté juive. Premier acte important, notable, pas important au sens de valeur, mais enfin un sacré signal qui s'allume. Donc l'antisémitisme, l'intolérance. Alors l'intolérance, elle est aussi peut-être, certains moi me l'ont dit, certains témoins me disent aussi qu'il y a une intolérance évidente envers les réfugiés d'Asie mineure à certains moments. Donc on est vraiment dans une discrimination assez générale. De part et d'autre, c'était très compliqué dans cette ville. Je vous ai essayé de vous expliquer le commerce, les populations, le contexte grec. Enfin, c'est très compliqué de part et d'autre. Donc, en fait, on en arrive. Rappelez-vous, je vous ai dit, on avait à peu près 60 000 juifs à Thessalonique attestés globalement sur le début du XXe siècle. Le commerce, l'arrivée des populations, etc., font qu'on arrive à un décompte de 75 000 avant 1939 et on a un compte cadastral très clair. En 1939, on n'a plus que 50 000 juifs sur les 75 000 qui étaient établis à Thessalonique. Donc, ils sont partis, ils ont fui les persécutions, ils sont allés s'établir à Tel Aviv ou à Haïfa, à Los Angeles ou à Paris. Et la plupart, et ça moi je l'ai appris, la plupart ont construit le port d'Haïfa, les juifs de Thessalonique, dernièrement. Voilà. Donc, vous voyez qu'avant… Si vous permettez, bien sûr, mais je vous en prie. À l'époque, dans les années 30, il y avait un maire de Haïfa, M. Abachouchi, qui a été renvoyé à Salonique pour recruter des gens qui connaissaient la fonction du port pour établir et amener de la main-d'œuvre au port de Haïfa.
Et le port de Haïfa, il a continué à être le port le plus important d'Israël jusqu'à la fin des années 70-80, où Ashdod, qui est beaucoup plus proche de Tel Aviv, a pris le haut de la main, comme c'est arrivé avec le Pirée et Salonique en Grèce. Le 9 avril 1941, les Allemands arrivent en Grèce et à Thessalonique. On va peut-être montrer la carte d'occupation. Je ne sais pas si on a mis dans l'ordre. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça la carte d'occupation. Je reviendrai sur le cimetière après. Je rentrerai. La 8, pardon. La 8. Vous savez, on en a parlé, et c'est l'objet du concours de la résistance que l'on met en place avec les secondaires. On a parlé du 24 octobre où Mussolini voulait envahir la Grèce pour briller aux yeux d'Hitler et avait cet effet fort de dire que de toute façon, la Grèce serait matée très rapidement, que c'était une question de jours. En fait, ça a duré 6 mois, quoi, en gros. Donc, 6 mois jusqu'à ce que malheureusement, comment dire, l'idéologie nazie devienne hypertrophique, je ne sais pas comment dire, bref, arrivée des Allemands donc à Thessalonique, je vous l'ai dit. Vous voyez que le pays qui a déjà pas mal souffert, je vous ai expliqué rapidement des gros traits d'histoire. Vous avez un pays qui est divisé en plusieurs zones. Vous avez une zone bulgare, vous avez une zone allemande, vous avez une zone italienne, d'accord? Vous voyez que Thessalonique est en zone allemande, d'accord? Bon. Donc, que se passe-t-il, à votre avis, dans une ville avec une arrivée de troupes allemandes, dans une ville dans laquelle il y a 50 000 juifs? À votre avis? Ça vous laisse sans voix. Ça vous laisse sans voix. Donc, on va vous montrer quelques images. Je crois que ce n'est pas utile on pourra parler de ces événements parce qu'ils sont importants, mais simplement, je vous ai montré le pogrom, je vais vous montrer le Shabbat noir, peut-être. On sera amené à reparler de ces événements parce qu'ils sont extrêmement importants. Ils sont très tristes, mais moi, je voudrais qu'on garde cet aspect de résilience. Voilà ce qu'une occupation peut faire, c'est-à-dire convoquer un matin, le 11 juillet 1942, des hommes de confession juive, en plein soleil, pour faire des exercices de gymnastique en se moquant, voir qui va résister, qui va tenir debout, qui va s'écrouler, qui va être capable d'aller faire du travail de force pour construire les routes, vers Katerini, vers Larissa, etc. et ailleurs. Voilà, donc premier acte. Mais pourquoi s'écrouler? Parce que tout le monde va pouvoir faire les exercices. Bon, sous un soleil de plomb, au mois d'août, habillé, pas pour faire des exercices, mais avec costume, cravate, comme c'était à l'époque la mode, et avec tant de gens autour de toi qui ne te laissent pas beaucoup de place pour se déplacer, pour faire les mouvements. Et je crois que même toi qui es jeune, tu ne pourras pas tenir plus qu'1 heure. Eux, ils étaient obligés de tenir toute une journée. Donc, je vous laisse imaginer. Cette photo, elle est prise sur la Platia Eleftherias. C'est une place qui est actuellement en travaux. Devant cette place, il y a un monument important. C'est la mémoire de l'Holocauste à Thessalonique. Je vous en parlerai, on fera un travail un peu plus affiné dans le cadre d'un autre projet sur l'importance des monuments de Thessalonique. Mais il y aura pas très loin de ce monument un centre historique qui est très avancé, qui sera pour cette mémoire-là historique et qui sera partagée. Et ça, c'est extrêmement important que ça se passe à Thessalonique et maintenant. Donc, il y a ce fait du Shabbat noir. Premier acte, malheureusement, extrêmement fort. Et puis, du drame. Ensuite, on a une photo du cimetière juif de l'époque. Donc, je vous ai dit, les hommes qui étaient les plus vaillants, qui n'étaient pas tombés à terre pendant ces exercices sous 40 degrés, etc., avec des moqueries, avec des coups de bâton, etc., qui avaient été envoyés pour faire des travaux forcés dans le nord de la Grèce.
à un moment donné, les familles sont allées voir le rabbin, sont réunies en communauté et ont dit qu'il faut quand même faire revenir ces hommes. Et les Allemands ont fait du chantage. Si vous voulez leur expliquer, Samy, les Allemands ont fait du chantage. Voilà. Ils ont demandé de l'argent pour une énorme somme. Et en plus, ils ont demandé que le projet qui a été déjà dans la pensée, dans la volonté de tous les gens qui étaient au pouvoir à Salonique, s'approprier du cimetière juif de Salonique. Le cimetière juif de Salonique se trouvait là où se trouve le campus de l'université Aristote d'aujourd'hui. C'était le plus grand cimetière juif en Europe. Il contenait à peu près 500 000 tombes, beaucoup plus grand que le fameux cimetière de Prague. Et là, les Juifs, ils ont été obligés d'accepter. Et la destruction de ce cimetière a commencé en 1942. Et aujourd'hui, il ne reste qu'un monument à l'intérieur du campus, face à la coupole de l'observatoire de Salonique. Et un bref texte sur quelques langues, grec, judo-espagnol, hébreu, français, italien, anglais, pour dire qu'ici se trouvait le cimetière et il ne reste qu'une menorah qui est à moitié submergée dans la terre et 3 ou 4 plaques pierre tombale pour rappeler que là, c'était une part de l'histoire de Salonique qui a été effacée avec beaucoup des autres parts à cause de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie. Voilà. Les Allemands demandaient la somme astronomique de 3,5 millions de drachmes à l'époque, ce que la communauté ne pouvait pas réunir. Et l'emplacement était stratégique dans la ville. Là aussi, on est toujours dans le contexte géopolitique. Et donc, effectivement, 500 000 tombes implantées là depuis le XIVe siècle, détruites d'un coup d'un seul. Vous vous rendez compte ce que ça signifie tout de même pour une mémoire d'un peuple qui, je le rappelle, était établi à Thessalonique depuis très, 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 très longtemps, comme on a pu le voir. Et si vous permettez, d'un peuple qui a un de commandements qui régissent son comportement, c'est « Zechor, souviens-toi ». Sans le cimetière, c'est un peu difficile de se souvenir. Tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose dans les témoignages, doutez que je lis beaucoup de témoignages sur cette période-là, c'est quelque chose qui revient fatalement lorsqu'on demande mais pourquoi finalement, et je vais y venir aussi, toute cette communauté juive de Thessalonique a été à ce point déportée, à ce point a-t-elle disparu, mais pourquoi et si vite? Et en fait, on m'explique très souvent qu'il y avait une telle solidarité familiale que les gens étaient déportés par clan. C'est-à-dire qu'au lieu de déporter une personne, on en déportait 6. Parce que, eh bien, il y avait solidarité. Enfin, ça revient vraiment ça revient vraiment dans les témoignages. Donc, février 43, arrivée du triste Aloïs Brunner, notamment, avec ses sbires à Thessalonique. Je rappelle que Brunner est monté en grade très, très vite après les exactions que je vais expliquer qu'il a faites à Thessalonique, puisqu'il a après pris la direction du grand camp de Drancy. Et le camp de Drancy était en France et c'était le camp de transit pour toutes les déportations des communautés juives essentiellement. Donc, on a… Si vous permettez encore un petit point, cette solidarité familiale, elle a été très connue des nazis. Dans la conférence de Wannsee qui s'est déroulée pour établir et mettre le point final sur la solution finale,
c'est écrit noir sur blanc. On sait très bien que les Juifs sont très liés à leur famille. Les jeunes ne vont pas abandonner leurs parents et les vieux. Donc, on est certain qu'on va réussir à notre tâche. Donc après, je vais vous montrer ce qu'il a commencé à faire. On a parlé du Shabbat, on a parlé du cimetière. On va regarder une carte de Thessalonique. Je vous ai montré celle de l'incendie tout à l'heure. On va regarder celle des ghettos. Voilà. Donc, il y a une autre intimidation où on dit aux Juifs, eh ben maintenant, vous allez aller dans ce ghetto. Vous partez dans ce ghetto. Alors, je ne vous explique pas dans quelles conditions de vie. Hein. Vous n'avez pas votre maison individuelle, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas en sortir comme vous voulez. Voilà, vous êtes parqués comme des animaux. Et on voit deux ghettos, l'un qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus petit dans la carte. Et il est proche à la gare de l'époque, qui était vers le port. Et de là, c'était très facile de ramener, à partir du 15 mars 1943, de ramener les familles et les clans dans le wagon fait pour des bestioles et les entasser là et les amener à Auschwitz-Birkenau à une mort certaine. L'autre ghetto, il se trouve là où, enfin, grosso modo, de Macedonia Palace jusqu'à rue Botsari. Donc, pas très loin d'ici, hein. Oui. Juste à côté. Bah, on est aux abords. Tout à fait. Donc, en fait, Brunner et son équipe, entre le 15 mars 1943 et le 7 août 1943, parvient à mettre en place 19 convois des Juifs de Thessalonique. 18 pour Auschwitz et 1 pour Treblinka. Donc, il y a eu au total sur cette communauté juive de Thessalonique 45 000 déportés. C'est la communauté qui a été la plus décimée aussi rapidement, puisque les Allemands disaient dès le mois de mai, de toute façon, Thessalonique sera Judenrein, sans juifs, vide de juifs. Vous voyez, c'est vraiment le mot est épuré. Voilà, c'est très fort. Donc, 45 000 déportés, 1783 survivants. Voilà. Donc, pour tout vous dire qu'on est dans une ville qui a cette histoire au cœur, dans tous les sens du terme, qu'il y a des gens qui sont survivants, qui sont revenus, qu'il y a des témoins, que maintenant, de plus en plus, on parle aux enfants, aux petits-enfants des témoins, et que cette histoire, il faut qu'elle reste, évidemment. Il faut que vous soyez, vous, les témoins, avec votre libre arbitre, bien sûr, que vous connaissiez ce qui s'est passé. Et je suis tombée sur un petit témoignage que on va peut-être vous le projeter. Il est en ladino et il est traduit en français. Donc, il s'agit simplement de quelqu'un qui revient, donc qui explique. Je reviens dans Salonique détruite. J'espérais retrouver mon frère adoptif, mais des rumeurs m'apprirent qu'il était mort de la maladie à Lublin, donc c'est en Pologne. Je savais déjà que mes géniteurs avaient été brûlés dès leur premier jour au camp d'extermination d'Auschwitz. J'étais seule. Les autres prisonniers qui étaient avec moi n'avaient personne non plus. Ces jours-là, je me liais à une jeune que j'avais connue à Bruxelles. Vous savez que les déportés, lorsqu'ils sont revenus, ils ont eu des chemins, des stops dans des camps de la Croix-Rouge, etc. Donc, c'était aussi très compliqué de se reconstruire, que j'avais connue à Bruxelles. Nous ne nous séparions pas l'un de l'autre. Nous étions tous deux rescapés des camps. Peu de temps après, nous nous mariâmes. 2 réfugiés qui n'avaient rien. Il n'y avait même pas un rabbin pour nous donner la bénédiction. Le directeur de l'une des écoles juives servit de rabbin et nous maria. Et ainsi, je commençais une nouvelle vie. Donc, c'est le témoignage de Braha Rivlin. Et dans ce texte, nous sommes dans les faits. Il y a des choses qui sont évidentes à mettre en... Voilà. Et on revient dans une Thessalonique détruite. On est seul, on n'a plus aucun repère. On est passé par Auschwitz.
Ensuite, on a été bourlingués pour revenir dans cette ville. Et au gré du vent, on se dit, mais voilà, on rencontre des gens, il faut vivre, il faut survivre, il faut revivre. Et donc, énormément de déportés disent voilà, ils ont fait des familles, c'est ce qu'ils disent, on a fait des familles parce qu'il fallait bien revivre. On n'avait plus rien, vous voyez. Donc, et là, on commence une nouvelle vie. Et c'est vrai que cette période de l'histoire est très compliquée à enseigner, très compliquée à faire passer. On ne veut pas vous mettre dans la tristesse, on ne veut pas vous mettre dans le chagrin. Je pense que ça tue toute transmission. Simplement, ce n'est pas gai. Je suis d'accord, ce n'est pas gai. Voilà ce que peut faire un humain sur un autre humain, hein, le Shabbat noir, le cimetière juif, Auschwitz, voilà, tous ces éléments-là. Et malgré tout, il y a quand même des valeurs humaines. C'est qu'on a des gens qui témoignent, on a des gens qui se sont révoltés contre ces idéologies, on a des gens qui continuent la lutte. Et je crois qu'on a tout à gagner dans notre société, et surtout dans cette période de Covid où tous nos repères sont mis à mal, on a vraiment intérêt à se centrer sur ce qui fait l'humanité, sur ce qui fait la vigilance, sur pourquoi en fait on est là ensemble en même temps sur cette terre, qu'est-ce qu'on en fait de ce moment. Voilà, donc c'est extrêmement fort. Et après la guerre, on a eu plusieurs récurrences d'une colombe. On a un symbole qui est apparu. Alors la colombe, elle date pas d'après la guerre, hein. La colombe, c'est vous savez, vous connaissez l'histoire de l'Arche de Noé? Oui. Alors, qui peut nous dire rapidement? Moi, Je ne sais pas. Quelqu'un peut dire et on complète? à l'Arche de Noé. Bon, vas-y. Allez-y. Moi, Oui. Pour Dieu, On n'entend pas. C'est dommage, on ne t'entend pas, c'est tout coupé, on ne t'entend pas. On ne t'a pas entendu. Et si tu permets, moi je vais donner ma version. Ma version, c'est que dans l'Arche de Noé, où Noé avait ramassé des couples de tous les animaux et il a essayé d'avoir la vie sauve durant le cataclysme, l'annonce de la fin du cataclysme a été arrivée par une colombe qui tenait dans son bec une branche d'olivier, ce qui voulait dire que la pluie ne tombait plus, que la colombe était libre à aller cueillir une branche d'olivier. Donc, il pourrait sortir. Et ils sont sortis, ils se sont retrouvés sur le sommet d'une montagne. Mais bon, ils sont descendus quand même. Ce que moi, je voulais, ayant la parole, dire que c'est très important que cette réunion se passe durant cette semaine-ci. Durant cette semaine-ci, nous, les Juifs, partout dans le monde, on fête notre Pascha. Et en hébreu, ça se dit Pesach, et Pascha, c'est une déformation de ce mot hébreu. Et Pesach, ça veut dire passage. On fête et on commémore le passage de l'esclavage en Égypte, où on construisait des pyramides, à la liberté, à la terre promise, à Jérusalem, où on a continué à être maçon parce qu'on a construit le temple pour la loi. Et du temple de la loi, il ne reste pas grand-chose, il reste qu'un bout du mur occidental. Et là, on va, quand on ne fête pas, et on se met en larmes, et on se lamente
Et c'est pour ça qu'on appelle ce bout de mur le mur de lamentation. Et le principal but de cette fête, c'est de réunir la famille autour d'une table durant la première soirée pour raconter cette histoire qu'on a été esclave en Égypte et on est revenu via une grande promenade de 40 ans dans le désert. Et les 40 ans, ils étaient nécessaires pour qu'une génération change. Ceux qui étaient esclaves meurent et ceux qui étaient jeunes aillent à la liberté et avec un nouvel esprit, avec une nouvelle loi, parce qu'entre-temps, Moïse s'est arrangé pour avoir la loi mosaïque. Et notre obligation primaire et première, c'est de raconter l'histoire aux jeunes, aux enfants, et de ne pas dire que nos ancêtres étaient esclaves. Dire mot à mot que nous, on a été esclaves grâce au pouvoir de Dieu. Nous sommes sortis d'Égypte et nous sommes arrivés à la liberté. Et cette rencontre, elle est faite justement pour garder la mémoire, pour la transmettre de la part de Caroline, de ma part, de la part des adultes, à vous qui êtes jeunes, en espérant que vous allez garder le principal de cette mémoire, que l'homme peut être un loup pour l'homme. Voilà. Donc, cette colombe, symbole d'espoir sur l'arche de Noé, on l'a retrouvée assez souvent dans les manifestations après les attentats et on la note. Voilà, j'ai un dessin là. Moi, ça m'avait frappé. C'était pendant les attentats, après les attentats de Nice. La colombe, elle était là. Elle était toujours là. Et elle avait, ça c'est Picasso, donc après Conférence sur la paix, 1946, si je ne m'abuse. Et voilà la colombe à Nice. Donc maintenant, ce qu'on va vous demander, cette colombe, je voudrais bien qu'elle soit quelque part dans cette école, ou en tout cas qu'elle reste en symbole de ce travail de mémoire collectif, sur ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire les valeurs importantes, faire en sorte que l'homme ne détruise pas son congénère, que l'homme ne détruise pas l'homme. Donc, on a des petites feuilles de papier et on voudrait des mots. On voudrait des mots pour que cette colombe ait une espèce d'habit. Madame. Oui, Marco. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Alors, est-ce que peut-être que tu es trop près? Si tu recules un peu, peut-être qu'il y a un problème de... Non? C'est la connexion. Alors, ce que peut-être Isabelle, je ne sais pas, on commence par les CM1 qui auraient un mot. Alors, on va récupérer des mots en français dans un premier temps et un mot, ou alors en français ou en grec, vous nous dites. Et D'accord, mais on va commencer. Hein. Donc, par les plus jeunes. Hein. Bon, Cosimo. Tu es là, Cosimo? Madame, je peux commencer? Vas-y, Yasonas, commence, ce qu'on entend. Allons-y. Maternité. Fraternité, Yasonas. Très bien, merci. Yasonas Bellas. Je mets les initiales en bas. Mémoire. Merci Mémoire. beaucoup. Tu as commencé. Mémoire. Alors, mémoire, vas-y. C'est qui mémoire? C'est Yasonas Bellas. D'accord. Je peux dire. Charlie. Je peux. Charlie, tu es là? C'est cantonné à un mot chacun. Oui, peut-être un mot chacun parce que Oui. on a. Oui, bah oui, Charlie, Oui. chacun. Oui, Charlie. Bon. Laura. Bon, il y a ceux qui ne t'entendent pas. Maîtresse. Souvenir. Non, je peux. Non, maîtresse. Peut-être ils oublient leur micro. Monica, Alors. vas-y. Tolérance. Tolérance. D'accord. Je peux dire. Charlie, reprends. Je peux dire. Amitié. D'accord.
Laura, peux dire d'accord. Marco, Souvenir. vas-y. Alors, Laura, tu as des souvenirs, d'accord. Toi, tu as dit Marco, fraternité, Non, égal. On l'a déjà. On l'a égalité, d'accord. Non, c'est moi égalité. D'accord, ok, Mais c'est pas madame, grave. Qui a Ok. dit Moi, c'était Marco Fraternité. hop, 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 hop. Qui a dit égalité? Que je mette les initiales du prénom dessous. Qui a dit égalité? Moi. C'est qui, moi? Jolie. D'accord. Anna, Oui, moi, c'est Liberté. Madame, il y a bon, stop. Il y a un Anna, problème liberté, il y a deux d'accord. personnes Ok, qui pensent qu'ils ont ok. égalité. Naya, Madame, je peux dire Je partage. Naya, partage. Monica, tu l'as dit, toi, non? Oui, madame. Maxime, respect. respect, Maxime. Respect pour Maxime. Cosimo n'est pas là? Non. Kelly, Antiracisme. antiracisme, d'accord. Bon, donc, ensuite, Vassilia, Ouverture. ouverture. Natalia, Natalia, on t'entend pas. Amélie, Solidarité. d'accord. Natalia, tu es là? Oui, multiculturalisme. D'accord. Attendez, parce que là, il faut que je tienne le rythme. Donc, multiculturalisme. D'accord. Flavia, Diversité. diversité pour Flavia, merci. Sinan, Allez. Sinan. Louis, Unité. unité, Louis, d'accord. Sinan, tu es là, mon grand? Je peux dire le mot de Sinan. D'accord. Alors, Sinan, c'était, vas-y. Amour. Amour. Amour pour Sinan. D'accord. Cosimo. Pardon. Cosimo, c'était P pour Cosimo. C'était, Voilà. pardon, Paix, paix. paix. P, la P. Et puis, donc, est-ce que quelqu'un... Ah, Francesco, tu es là, Francesco? Oui, Francesco, vas-y, Francesco, tu peux dire ton nom, mon grand? Ton mot? Je m'appelle. Je m'appelle Ça- Francisco. C'est bien, tu t'appelles C'est pas Francesco. Non, stop, s'il vous plaît. Le mot que tu dois dire, là, quel mot on avait choisi? Dis-moi. Voilà, Résister, super, super. résister. Bravo, Francesco. Dachi, et toi, mon grand, on va te voir, Dachi? Excusez-nous, Dachi. Ah, mais Paracalo, c'est très difficile. Donc, Bon, Dachi, je ne le vois pas. Bon, ben, Dachi, son mot, c'était dignité. Dignité. Et puis, on a un mot qui manque là, puisqu'on avait deux élèves qui avaient le même mot. Et on va ajouter vigilance. bien sûr. Alors, moi, je voulais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Il y a eu un petit moment. En fait, Yasona s'est trompé. Il a donné le mot de Marco. Pas Dicho. grave. Et en fait, parce que j'ai dit à Yasona, il avait un mot qui avait une consonance pas terrible, c'était Oui, ça peut- collaboration. Oui, mais collaborer, oui, c'est Voilà. vrai. Donc, Mais vous je voulez lui ai dire dit non. Voilà, je lui ai dit collaborer. non. Voilà, je lui ai dit non. Collaborer, c'est un mot qui plutôt. Je lui ai expliqué ce Connoté. que ça voulait dire. C'est connoté. Oui, Donc c'est pour ça qu'il d'accord. avait changé avec fraternité. Et on est D'accord. désolé pour Marco. Donc C'est pas grave, on a vigilance. Voilà. Vigilance. et D'accord? ensuite il y a le petit là qui voudrait bien donner un mot. Donc il Dis-moi. n'est pas parti. Il a la main. Il est au CP. Hein, Thérèse, tu voulais dire quoi? Dis-moi. Respect, oui, on l'a vu. Respect, je pense qu'on l'a. Respect, on l'a. Ah, on l'a. Qui a dit respect? C'est pas Oh. grave, c'est pas grave. Le respect, c'est une valeur très importante. Si, on l'a ici. Voilà. Il est en jaune. Humanité. Merci. Voilà, moi, je pense que
tous mes élèves ont participé. Merci beaucoup, là. Vous avez vraiment bien réfléchi. Maintenant, je vais revenir vers les secondaires. Excusez-moi, pour la collaboration, c'est quand même un mot très important. C'est vrai que c'est un mot très négatif, mais sans la collaboration, ça ne pouvait pas se passer. Parce que d'abord, il y avait les nazis et leur plan, mais beaucoup de gens ont voulu bien collaborer et les aider dans cet énorme Bien travail sûr. qu'ils ne pourraient jamais accomplir tout seuls. Voilà. Bon, là, je pense que mes élèves n'avaient pas pensé au sens négatif, Voilà. ils avaient pensé au Voilà. sens de Moi, collaborer, je voudrais, s'entraider. Voilà. C'était avant de l'entraide. laisser... L'entraide. voilà, entraide. Entraide, voilà. Voilà. Avant de laisser Alors, ça va être compliqué pour les secondaires parce que là, on va essayer de faire un écho. Oui, mais ils sont plus grands, donc Voilà. ils ont… et Moi, puis, je ils peuvent voulais- utiliser le grec aussi. Bien sûr, on va revenir sur le grec maintenant. Moi, je voulais vous dire qu'effectivement, les exactions, les choses négatives qui se passent contre un peuple ne peuvent pas se passer sans aide, sans collaboration. Le mot est connoté ici dans ce contexte-là. Ça n'a déporté plus de 50 000 personnes à Thessalonique, il y a forcément eu des aides pour les nazis, c'est sûr. Mais quand même, et ça, je veux toujours garder cette histoire de mémoire résiliente. Il y a eu en Grèce 350 personnes qui ont été faites juste devant les nations par Yad Vashem, d'accord? Donc 350 personnes qui ont sauvé des Juifs. Donc ça, retenez aussi que l'âme humaine n'est jamais que noire. Même s'il y a des gens qui ont aidé négativement les oppresseurs, il y a des gens qui ont aidé la vie aussi. Voilà. Est-ce que les secondaires, maintenant que beaucoup de mots ont été donnés, ça va être compliqué. Moi, j'ai un mot. C'est liberté. Oui, liberté aussi. Liberté. Moi aussi, j'ai un mot. Mais on l'a déjà. Ah, ok. Moi, j'ai un mot. Ok. Alors, vas-y. Justice. Justice. Ah, on ne l'avait pas, Lucia. Merci. Moi, j'ai un mot, compassion. Compassion. Sympathie. Sympathie. Ou bien, si je commence en grec, pédia. Pédia. Oui. Excellent. Tu peux dire ce que ça veut dire, Danae, pour ceux qui ne sont pas hellénophones? Ah. Non, mais juste le nom pour le noter en dessous. Juste le nom pour le noter en dessous. Ah, Pia, c'est Pia. OK. Non, Danae. C'est Danae. Pédia, c'est Danae. C'est Danae. Ah, Danae. Tu peux nous dire, Danae, ce que ça veut dire, Pésia? L'apprentissage. Eh je ne oui. sais pas si c'est… C'est la pédagogie. La pédagogie, c'est guider pédagogie. l'enfant. Eh oui, merci. Oui, oui. Question. Un petit peu en grec alors. Des mots en grec importants. Je peux dire moi, Vas-y, Paracalo. comme élève, allégui, c'est un mot difficile, mais allégui. Solidarité. Mais Solidarité. on a solidarité de la part de… Et Sibonia aussi. On l'écrit en grec. Bon, je l'écris en grec. J'ai un mot. Oui. Eleftheria. Ah, bien sûr. Bonjour, Maria. Bravo, Maria. Smaro. Donc, J'en ai Eleftheria, un c'est aussi. Maria. T'as dit ton mot. Espoir. Ah, c'est bien aussi. C'est pas mal. Histoire. Espoir. Espoir. J'ai un mot. Bon, on l'écrit en grec. Elle, Pia. Attends, Amélie, tu as déjà dit ton mot, tu peux laisser partir Qu'est-ce qu'il y a les bien élèves dit? du Là, c'est secondaire. Dario. Dario. Moi, j'ai un mot, mais je suis pas sûr. L'équité. Équité, ah, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut utiliser le mot fidélité aussi? Oui. Bien sûr.
La colombe, elle a bientôt oui, sa robe finie, là. Hein. Elle ne pourra plus voler avec tant de mots dans l'estomac. Est-ce qu'on pourrait dire en grec philanthropia? Bien sûr. Oui. Et pour français aussi, respectabilité? C'est pas respectabilité. Non. Respect, mais. Respect. C'est vasmos. Respect, mais. C'est vasmos, hein. Oui, c'est vasmos de la vie de l'autre, de l'autre. Respect, oui. J'ai un mot, mais je suis pas sûre. C'est Annick. Annick. Ah, Madame, j'ai un mot, mais je ne sais pas si on l'a mis. Vas-y. Vas-y. Le droit. Non. On a mis Zikio. justice. On a mis justice. Non, mais on peut Ouais, mettre zikio. zikio tout. Enfin, tout. Ah. C'est même lui qui va bien. Qui est-ce qui a dit justice? C'était qui? C'était Maxime qui a dit. Maxime. Ok. Oui, mais madame aussi, je pense Lucien avait dit... Il avait dit justice, Lucien, je l'ai mis. Oui, justice, oui, c'est vrai. Ben là, c'est comme on peut parler en grec aussi, on peut ajouter les mêmes mots en français, en grec. Voilà, on a parlé de multiculturalisme, et ben on peut parler de plurilinguisme aussi pour nous, les élèves de l'école française, pour vous. Donc, on peut utiliser le grec et le français. Est-ce qu'on a dit égalité? Oui. Oui. Oui, égalité, on l'a dit, oui. Ah, d'accord. Peut-être aussi, on pourrait mettre empathie. On peut mettre empathie, bien sûr. Je propose aussi altruisme. Altruisme. Oui, aussi. Oui. Et vie. Bien sûr. Zoé, on va le mettre dans les deux langues. Je pense que c'est important. Donc, on a dit Fanny. Je peux dire un mot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux dire un mot. Altruisme et altruisme. Je peux dire un mot, s'il vous plaît. Attends, Naïa, parce qu'il faut que Attends, Madame la directrice faut qu'on tienne le Qu'elle rythme. suive. Ouais, tu vois, là, voilà. Je ne suis pas bionique. Des fois, j'aimerais bien. On aimerait bien l'être, mais malheureusement, nous ne le sommes pas. Voilà. Donc, scotch qui peut me faire des caprices en plus. Je peux dire un mot. Vas-y, mon grand. Irine. Ah, c'est oui, P, voilà, Irine. Elle est là, la paix, mais on va l'ajouter. En grec. Shalom alors, shalom. En hébreu. Shalom. Je peux dire un mot, s'il vous plaît. Shalom aussi, ça y est. Je cherche une couleur. Je peux dire un mot, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Pensez bien que ce sera le mot de la fin. Oui, parce qu'on n'a plus de place. Regardez, la colombe est pleine. Je peux dire, s'il vous plaît. Non, vous laissez Patrick, parce que Patrick, il fait partie du secondaire. Les élèves de CM1, CM2 se sont bien exprimés. Ils ont dit beaucoup de mots. Alors, laissez un peu de place à vos camarades. Je voulais dire alliance. Ah oui, c'est bien aussi. Bien sûr. Merci. Il y a peut-être un mot sur lequel on pourrait terminer qui représente aussi un petit peu l'établissement où on est, c'est laïcité. Je peux, s'il vous plaît. Oui, mais là, si tu veux, dans le contexte. Est-ce qu'on a dit les mots anthropos ou anthropismos? Non, on n'a pas dit. On n'a plus d'idée. Et est-ce qu'on a dit refuser? On a dit résister.
Ah, refuser, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Tolérance, peut-être. On l'a dit. Tolérance, on l'a dit. Tolérance, on l'a. Oui, je l'ai écrit. Est-ce qu'on peut dire l'indépendance? Un bout de scotch. L'indépendance. Qu'est-ce que tu veux dire? Flavia, tu peux dire oui. Je peux dire un mot en grec. Oui, Vas-y, vas-y. Flavia. Isostita. Ah, isotita, d'accord, c'est égalité, isotita. Bravo Flavia. Madame Est-ce que Flavia. je peux dire un mot en français? Allez, Amélie, parce qu'on doit terminer. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu Oui, veux? on va On a terminer. dit tous les mots qui existent, il n'y en a plus. Est-ce qu'on a déjà dit indépendance? Vous pouvez dire vous Je l'ai pouvez mis, dire indépendance. dictionnaire. Je l'ai mis indépendance. On l'a mis Ah, à ok. Est-ce qu'on a dit Voilà, quoi? on a plein de mots. La colombe C'est et très le- bien, bravo Bien, les allez. enfants. Vous avez un vocabulaire très riche et beaucoup Merci, d'idées. J'ai une question. Bravo. Lucien, allez, parce qu'il n'a pas parlé beaucoup de ce qu'on dit. Allez, dis ton mot. Est-ce qu'on a dit courage? Non, Courage, on n'a oui. pas dit. On n'a pas de courage. Il C'est une faut. bonne idée, courage. Et il en faut Très du bonne idée. courage, hein. Oui. Il en faut du courage tout le temps. On voit plus la colombe là. On la voit plus. Oui. On la voit plus. On peut se On voit seulement l'imaginer. des petits papiers de toutes les couleurs. Oui. Bon. Mais nous, on sait que c'est une colombe, hein, puisque hein, On sait, mais ça se voit pas. vous avez participé à son élaboration. Donc, vous l'avez vu avant qu'il y ait tous les mots. Maîtresse, vous allez beaucoup nous manquer en 6e. Vraiment. Oui. Beaucoup. Cheers. Bon, n'en jetez plus. Hein. Non, je t'ai plus. Ouais. Voilà. On voit seulement des petits papiers. Donc, vous avez vu cette colombe. Maintenant, c'est la vôtre. Chacun, en gros, chacun l'a adoptée. Chacun a mis sa touche. Chacun a mis son mot. Donc, je pense que c'est un beau symbole pour le parcours citoyen de cette école française à Thessalonique, avec tout ce qu'on a pu dire de l'histoire de cette ville. Et gardez bien, franchement, gardez, quelles que soient les circonstances de la vie, cet engagement et puis cette ouverture, et puis gardez toujours le bon mot. Ça, c'est très important, je pense. En tout cas, merci. C'était un super moment, très sincèrement. Et j'espère qu'on continuera d'aussi beaux moments en présentiel très vite. Voilà. Que cette colombe n'attrape pas la Covid, s'il vous plaît. Voilà. Mais non, mais non. Pour les enfants, alors, on va dire au revoir et merci. Et puis, on se retrouve normalement pour les mathématiques. Hein. N'oubliez pas de vous reconnecter avec la maîtresse. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.